tricheur. Combien alors? Vous avez l'idée? 40? 30? 50? Alors bon, un bon veau ici au Maroc, ça fait environ 60 kg. Un bon veau de vache à viande, ce qu'on appelle une espèce charolaise, par exemple en France, il y a les plus grosses bêtes, ça fait des bêtes qui font une tonne quand elles sont à l'âge adulte, ça pèse 80 kg à la naissance. On voit que ces animaux-là, un veau quand il naît, 60 kg. Quand un veau naît, il est plus lourd que ce que sera la majorité, que ce ne sera jamais lourd un humain sur Terre. Il y a beaucoup d'humains qui n'atteindront jamais le poids de 80 kg par exemple. On voit bien que la musculature de l'estomac, le veau qui pèse 80 kg, au bout d'une demi-heure, il se tient debout. Hein. On peut même suivre sa vie, il n'y a pas de problème. On voit que son estomac, il a une musculature qui est aussi forte que ses pattes. C'est-à-dire qu'il est aussi fort qu'un adulte humain, si ce n'est pas plus. Et son estomac peut digérer des choses, peut broyer, peut malaxer des choses très dures. Alors qu'un petit bébé humain qui fait ses 3,5 kg, 4 kg à la naissance, il va mettre 1 an à se mettre debout. Il va déjà mettre 6 mois à se mettre assis, il va mettre 1 an à se mettre debout. Il n'a pas du tout une musculature au niveau de son estomac et de son intestin qui sont du même niveau que celui du veau. Et on va voir que quand on met beaucoup de caséine, comme dans un lait de vache, dans un lait infantile, ce qu'on retrouve dans vos officines, on peut avoir des problèmes de constipation simplement parce que l'intestin ne va pas avoir la force musculaire de faire un bon péristaltisme, de bien pousser les éléments. Donc il ne pousse pas bien, ben, il y a constipation, ça avance pas, ça bouge. Le lait humain, il est étudié pour la musculature qui est en rapport, 40% de caséine, 60% de protéines solubles, beaucoup de protéines liquides, alors c'est pas facile, pas difficile à malaxer, 40% de caséine, c'est pas trop dur à malaxer, l'enfant y arrive très bien. Donc ça c'est très important à retenir. Alors on le voit justement sur cette diapo-là, où on appuie une fois, et on va voir apparaître les ratios justement en caséine et protéines solubles, normalement, voilà, ça arrive. Donc, dans le lait humain, 60% de protéines hydrosolubles, retenez juste ce chiffre, et puis le deuxième chiffre, les caséines, 40%, c'est ce qu'on appelle le cahier du lait, c'est la partie épaisse du lait. Ensuite, on a des vitamines, des minéraux, des lipides, des glucides. En glucides, il y en a un seul dans le lait maternel humain. Il n'y en a qu'un seul, c'est du lactose. Ça représente 99% des glucides. C'est vraiment le plus important. Alors on va regarder un petit peu, donc ça c'est clair, une fois que vous avez bien retenu ce qu'il y a au niveau des protéines dans le lait, vous avez compris beaucoup de choses et vous allez comprendre tout ce qui se passe dans les différents troubles de la digestion qu'on va évoquer maintenant. 3 troubles bénins sur lesquels on peut facilement avoir des conseils et des discussions avec les mères à l'officine. Là, ça va être les transits qui est ralenti ou la constipation, ça va être les coliques et ça va être les régurgitations. Alors le transit ralenti, c'est quel signe? C'est une fréquence des selles qui va être l'indicateur du transit. Pour les bébés de moins de 6 mois, ça fait moins d'une selle par jour. Et pour les bébés de plus de 6 mois, c'est moins de 3 selles par semaine. Ensuite, pardon. Alors pourquoi? Si l'enfant est allaité, eh bien c'est que souvent, le lait maternel, bien que ce soit le meilleur aliment de l'enfant, on ne fait pas au-dessus du lait maternel, ça on est d'accord, on en parlera tout à l'heure à la conclusion, mais bien que le lait soit le meilleur aliment de l'enfant, le lait maternel, il est possible qu'il y ait un apport hydrique, qu'il n'y ait pas assez d'eau dans le lait. Soit parce que la mère ne boit pas assez, soit parce qu'il n'y a pas assez d'eau, on ne sait pas pourquoi. Et dans ce cas, il faut apporter un petit peu, on va avancer, on va apporter un petit peu d'eau à l'enfant entre deux tétées. Et puis si l'enfant prend le biberon, bien là, il va falloir réfléchir un petit peu. Il va falloir savoir est-ce que les parents ou la mère ou le père reconstituent bien le biberon quand ils le font? Est-ce qu'ils respectent bien le mode d'emploi? Ou est-ce qu'ils mettent un petit peu plus de poudre que ce qui est prévu sur le mode d'emploi? Donc on voit les parents qui remplissent un peu d'eau, qui mettent le nombre de cuillères qui est indiqué, puis je te mets une cuillère de plus, tu le mérites mon fils, tu seras plus beau. Mais non, c'est pas une bonne idée parce qu'il va être constipé cet enfant. Il faut donc mettre l'eau en premier, utiliser uniquement la mesurette qui est dans la boîte, parce que dans chaque boîte de lait, il y a une mesurette, et dans chaque marque de lait, la taille de la mesurette est différente. Et dans chaque type de lait d'une même marque, la cuillère peut être différente. On expliquera ça tout à l'heure pourquoi. Donc on utilise bien la cuillère qui est dans la boîte, on ne tasse pas la poudre, on met d'abord l'eau et on met la poudre. On vérifie la qualité de l'eau qui est utilisée, on doit utiliser de l'eau qui est de l'eau de source, justement, qui est de l'eau pas du robinet ni de l'eau minérale. L'eau de source a l'avantage d'apporter moins de minéraux que l'eau de minérale, et l'intérêt c'est que dans le lait, on prévoit déjà tout ce qui est nécessaire comme minéraux et oligo-éléments pour l'enfant. Donc c'est pas la peine d'en rajouter,
on risque de perturber l'équilibre osmotique de la préparation. Et puis enfin, il faut regarder aussi la teneur en caséine du lait. Si l'enfant est constipé, 9 fois sur 10, on va voir qu'on a un lait qui est trop riche en caséine. Et dans ce cas, on va avoir un ralentissement du transit dû à un effet mécanique dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si la mère allaite son enfant, bien entendu, on continue, c'est le meilleur aliment de l'enfant. Même si l'enfant est constipé, on continue. Et puis, on va lui donner à boire 1 à 3 cuillères à soupe, avant la tétée, de l'eau qui contient plutôt du magnésium. Là, c'est le seul cas. Hein. Si l'enfant est nourri au biberon, bien là, on va choisir, d'abord, on va bien vérifier le mode de reconstitution, comme on l'a dit, puis on va surtout vérifier la composition en protéines, de façon à reprendre une composition qui soit proche de celle du lait maternel humain, 40% de caséine, 60% de protéines solubles. Et puis on va vérifier aussi ce qu'il y a comme glucides dans le lait à ce moment-là. Diapo suivante. Les coliques, deuxième type de troubles digestifs qu'on voit très très fréquemment. Alors c'est des douleurs abdominales qui sont induites par des gaz, hein, par des ballonnements, qui sont induites par des gaz qui sont contenus à l'intérieur du tube digestif. C'est fréquent et généralement c'est bénin. Ça disparaît naturellement vers l'âge de 3 à 4 mois. Les signaux les plus courants, c'est l'enfant qui a des pleurs stridents après avoir pris son biberon, une agitation qui est accrue. Alors l'enfant, il a les bras et les jambes qui bougent en même temps de la même manière. Hein, en même temps, il bouge ses bras, il tend ses bras violemment et ses jambes en même temps violemment, c'est qu'il a des coliques. Souvent c'est ça. Il émet des rots, il émet des gaz après les repas, donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa digestion, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la diapo suivante, voilà pourquoi. Alors, il n'y a pas de cause parfaitement définie. Déjà, on ne sait pas exactement d'où viennent les coliques. Souvent, c'est dû à une ingestion d'air. L'enfant ingère de l'air avec son biberon. Soit parce qu'on a agité le biberon violemment, il y a des petites bulles qui sont en suspension dans l'eau du biberon, et quand on fait avaler le biberon à l'enfant, ben, il avale les bulles d'air en même temps. Donc il y a des bulles d'air dans l'estomac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise position, puis l'enfant, le biberon n'est pas assez incliné, donc il boit autant d'air qu'il boit de lait. Donc ça lui fait rentrer de l'air dans l'estomac. L'anxiété et le stress des parents, ça c'est un point important, on ne sait pas l'expliquer, mais on constate que si un enfant a des coliques, quand sa mère lui donne le biberon, parce qu'elle sait que son enfant va avoir des coliques, donc elle est anxieuse quand elle lui donne son biberon. Si on donne cet enfant le même biberon, la même marque de lait, par une autre personne qui ne sait pas que cet enfant fait des coliques, mais il est possible que cet enfant n'ait plus de coliques. Donc il y a un lien psychique entre les deux, en fait, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas bien expliquer. Mais il y a un point qui est très important, c'est l'immaturité digestive, notamment la capacité à digérer certains sucres. Comme il n'y a pas beaucoup d'enzymes qui sont matures dans l'intestin de l'enfant au moment de la naissance, dans les premiers jours ou les premières semaines qui suivent la naissance, il est possible que si on demande à l'enfant de digérer trop de sucre, et trop de sucre complexe, cet enfant n'est pas les enzymes qu'il faille pour bien le digérer, et donc il va avoir une digestion partielle des sucres, et il restera des sucres qui pourront fermenter dans l'intestin. Comme qui dit fermentation, dit production de gaz, et à ce moment-là, l'enfant va avoir mal. Au moment de la diversification alimentaire, donc bien après 6 mois, on va voir aussi qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins fermentescibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, il faut donner une atmosphère calme et détendue à l'enfant. C'est vrai que la vie moderne fait qu'on est parfois stressé et que les enfants présentent plus de coliques après le repas. Il faut laisser reposer le biberon. Quand on l'a agité pour le reconstituer, on pose le biberon un petit peu pour que toutes les bulles d'air qui sont dans la solution remontent à la surface, de façon à ce que l'enfant ne boive pas de ces bulles d'air. Vérifier le débit de la tétine, il ne faut pas un débit trop rapide. Plus le débit est rapide, plus l'enfant a de chances de boire de l'air en même temps. Veiller à ce que l'enfant fasse plusieurs rots régulièrement pendant sa tétée pour évacuer l'air avalé. Et puis il faut être attentif à la composition du lait qu'on donne à l'enfant. Choisir un lait dans lequel il y a le moins de sucre possible, moins de glucides différents possible, de façon à ce qu'il y ait un minimum d'enzymes à faire travailler. Comme ça, on a moins de risque d'apparition de coliques. Surtout, il faut limiter le nombre de maltodextrine. Il faut utiliser des laits qui contiennent moins de 50% de maltodextrine de toute façon. Surtout sur le premier âge. Et puis enfin, on ne diversifie pas l'alimentation des nourritures.